je crois que l'ensemble de la classe saoudienne, dirigeante saoudienne est d'accord pour vouloir s'écarter de tout extrémisme vis-à-vis d'Israël. En revanche, il y a des divergences importantes sur le fait de rejoindre ou non les accords d'Abraham. C'est l'heure, comme chaque mardi désormais, de retrouver Richard Darmon. Richard Darmon et sa chronique Israël au cœur du Moyen-Orient. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Alors ce matin, vous avez choisi de revenir sur les accords de normalisation entre Israël et les différents pays arabes. Aujourd'hui, à l'occasion justement de ce premier vol historique entre Israël et le Maroc et cette délégation israélo-américaine qui doit se rendre aujourd'hui à Rabat. Et vous allez en parler avec notre ami Michel Gurfinkel. Tout à fait. Nous nous penchons aujourd'hui sur la situation géostratégique d'ensemble prévalant dans cette région, restée d'ailleurs toujours tumultueuse, et ce, une centaine de jours, ça fait à peu près 100 jours qu'on a signé les accords d'Abraham qui ont initié une alliance sans précédent, comme vous le savez, entre Israël, les Émirats arabes et le Bahreïn, qui furent ensuite rejoints par le Maroc et dans une moindre mesure par le Soudan. Pour parler de cette situation, comme vous le disiez Daniel, en ligne avec nous depuis Paris, Michel Gurfinkel. Bonjour et shalom Michel. Bonjour. Michel, je rappelle que vous êtes expert en affaires géopolitiques du Moyen-Orient, vous êtes auteur de nombreux ouvrages d'analyse historique et géopolitique sur Israël et sa région. Vous êtes rédacteur en chef aussi émérite de l'hebdomadaire français Valeurs Actuelles, que vous avez dirigé de longues années durant. Et actuellement, vous êtes chercheur, entre autres, au think tank américain Middle East Forum. Alors, compte tenu des nombreuses tensions géostratégiques qui prévalent pour différentes raisons entre Israël et l'Iran, mais aussi entre la Turquie et Israël, alors qu'il existe bien en face un axe Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth et Ankara, sans parler aussi de Gaza, on a de plus en plus l'impression qu'à peine 3 mois après la cérémonie de signature à Washington des accords d'Abraham, le Moyen-Orient connaît des flux parallèles et contradictoires, à la fois de bruit de bottes, pour ce qui est surtout du conflit entre Téhéran et Jérusalem, dont le principal théâtre d'opération est pour l'instant la Syrie, mais aussi de manière contradictoire un processus d'avancée très significative et sans nul précédent vers une paix entre l'État juif et une partie du monde arabo-musulman sunnite, qui a voulu contourner en fait les blocages de longues années générés par la non-résolution perpétuelle et savamment entretenue de la question palestinienne. Alors Michel, face à ces deux axes, celui de la guerre et de la confrontation menée par l'Iran chiite et dans une moindre mesure par la Turquie aussi, on en parlera plus tard, et puis d'autre part l'axe de la paix initié par Israël et une partie du monde sunnite modéré qui veut aller de l'avant au plan de la coopération stratégique et économique, vers où selon vous, alors qu'il est donc 100 jours après la signature de Washington, vers où semble devoir pencher actuellement le Moyen-Orient? Premièrement, je voudrais insister sur le fait que les accords d'Abraham vont beaucoup plus loin que les accords de paix précédents entre Israël et des pays arabes. En effet, les accords d'Abraham reposent sur la notion que les Israéliens, les Juifs sont des descendants d'Abraham au même titre que les Arabes et les musulmans. Donc, le principe même de ces accords, c'est que Israël n'est pas un corps étranger plus ou moins toléré au Moyen-Orient, ce qui était la logique de la paix avec l'Égypte et de la paix avec la Jordanie. Non, désormais, Israël est regardé, affirmé, présenté par les pays arabes qui signent des accords avec lui comme un élément naturel et légitime au Moyen-Orient. En d'autres termes, c'est tout le narratif et l'idéologie palestinienne qui est purement et simplement terminée dans la mesure où le paradigme nouveau de ces accords s'impose. De ce point de vue-là, le fait que le Maroc ait rejoint cette alliance en fait, dynamique est particulièrement important et intéressant, puisque le Maroc est un pays considérable, un pays situé en dehors du Moyen-Orient proprement dit, un pays qui avait des relations avec Israël depuis très longtemps, mais qui en même temps faisait preuve d'une très grande prudence dans son maniement de ses relations avec Israël. Le fait que le Maroc rejoigne cette dynamique indique que cette dynamique repose réellement sur quelque chose de très important dans une partie très importante du monde arabe. Alors, ce que je vous propose simplement, c'est, une fois qu'on a dit ça, d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe à un niveau plus global. Globalement, le monde aujourd'hui
ce qui domine le monde aujourd'hui, c'est une situation très différente de celle qu'on a connue tout au long de la guerre froide et de la post-guerre froide. Nous avons maintenant un conflit. On parle, vous savez, d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Nous avons un conflit global entre ce qu'il faut bien appeler des puissances conservatrices, c'est-à-dire des puissances qui considèrent que l'ordre du monde tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas une mauvaise chose, il peut être modifié, amélioré, mais fondamentalement ce n'est pas une mauvaise chose. Et vous avez d'autre part des puissances que l'on va qualifier de révisionnistes, c'est-à-dire des puissances qui veulent changer cet ordre à leur profit. Alors au niveau des très grandes puissances, c'est effectivement le duel qui maintenant est un duel public, ouvert, enfin je veux dire connu, entre les États-Unis et la Chine. Au niveau de grandes puissances de deuxième plan, nous avons la montée en tant que perturbateur de la Russie, de l'Iran, de la Turquie, contre un ensemble de pays plus conservateurs qui est l'Union européenne. Et enfin, il y a les petites puissances, c'est-à-dire les petits États du Moyen-Orient. La plupart des petits États du Moyen-Orient, Israël, les pays arabes, d'autres pays de la Méditerranée comme la Grèce ou Chypre, ont tendance aujourd'hui à avoir décidé, avoir pris le parti de l'ordre de la stabilité contre le parti de la remise en cause totale de l'ordre au Moyen-Orient. Je crois que c'est ça le véritable enjeu. Si nous restons au Moyen-Orient, l'ennemi ou le perturbateur direct de la situation actuelle, c'est l'Iran, c'est la Turquie, c'est quand même aussi, bien que son rôle soit ambigu et que parfois il y ait mélange de perturbations et d'efforts d'arbitrage pour établir une certaine stabilité. C'est le cas donc de la Russie. Mais il faut comprendre que derrière ce premier schéma géopolitique immédiat pour Israël et les autres pays du Moyen-Orient, il y a un autre schéma géopolitique très important, très nouveau, c'est la grande confrontation entre l'Amérique conservatrice et la Chine révisionniste, et l'alliance de facto entre la Chine révisionniste et les autres puissances révisionnistes, Russie, Turquie, Iran. Alors, ce rapprochement israélo-arabe qu'on évoquait en ce jour, centième jour après la signature des accords d'Abraham, est en fait une chance géopolitique dans le contexte que vous venez de rappeler d'une nouvelle guerre froide. Alors, à ce titre, et en vue de renforcer cet axe de la paix, l'élément décisif ne serait-il pas que l'Arabie saoudite rejoigne elle aussi les accords d'Abraham? Alors, j'ai une double question. De quoi cela dépend-il? Et au cas où Riyad rejoindrait en fin de compte ces accords d'Abraham, ce serait sans doute un événement massif et majeur, une énorme plaque tournante dans l'évolution des conflits israélo-arabes. Le problème de l'Arabie saoudite, c'est probablement que l'élite saoudienne est très divisée actuellement. Il y a la tendance incarnée par le prince héritier, qu'on présente comme l'homme fort du régime, c'est-à-dire le fameux MBS, Mohammed Ben Salman. Et d'autre part, une tendance moins audacieuse, moins audacieuse, qui est dont le leader officiel, de manière assez étonnante, c'est le propre père de MBS, c'est-à-dire le roi régnant actuel de l'Arabie saoudite. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a divers problèmes intérieurs à la famille royale et à la classe dirigeante saoudienne. Je crois que l'ensemble de la classe dirigeante saoudienne est d'accord pour vouloir s'écarter de tout extrémisme vis-à-vis d'Israël. En revanche, il y a des divergences importantes sur le fait de rejoindre ou non les accords d'Abraham. Certains ont affirmé, beaucoup de sources laissent entendre que
les accords d'Abraham, au départ, n'auraient jamais été possibles sans l'acquiescement tacite de l'Arabie saoudite. Si c'est le cas, on peut imaginer que lorsque l'Arabie saoudite aura obtenu un certain nombre de garanties, pas tellement d'Israël, mais surtout, par exemple, des États-Unis, l'Arabie saoudite rejoindra les accords d'Abraham. On peut voir les choses comme ça. Auquel cas, ce serait un tournant considérable aussi. Ce serait un tournant considérable, d'autant plus que, selon des informations diverses que l'on a entendues, les Saoudiens ont été non seulement consultés pour tous les accords qui ont été signés jusqu'à présent, mais on affirme, il y a des sources diverses et convergentes qui disent que les Saoudiens ont laissé entendre à d'autres pays musulmans qui pouvaient rejoindre les accords d'Abraham. On pense évidemment au sultanat d'Oman, mais le sultanat d'Oman est un pays qui, en fait, de facto, a fait la paix avec Israël depuis 25 ans ou 30 ans, donc il n'y a pas une très grande surprise de ce point de vue-là. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir d'autres pays musulmans très importants, assez différents par leur profil, tels que le Pakistan et l'Indonésie, qui envisageraient eux aussi de normaliser leurs relations avec Israël. Dans le cas de l'Indonésie, ce n'est pas très surprenant parce que de facto, c'est fait aussi. On peut dire que l'Indonésie est un peu dans le même cas que le sultanat d'Oman. Cela fait déjà maintenant longtemps qu'il y a des relations discrètes entre les deux pays. En plus, l'islam indonésien est un islam globalement très modéré. Il y a eu des dirigeants à la fois politiques et religieux musulmans qui ont parlé ouvertement d'établir des relations avec Israël il y a déjà 20 ans. Donc, il n'y aurait pas une très grande surprise. Le cas du Pakistan est beaucoup plus complexe parce que le Pakistan est à la fois un pays qui a une élite très occidentalisée et dont la politique est dominée par l'islamisme, et par un islamisme souvent influencé par l'Arabie saoudite. Ouais. Donc nous allons voir au cours des prochaines semaines comment les choses vont évoluer, mais ce qui est certain, c'est que les pays qui hésitent, qui croient à l'intérêt des accords d'Abraham de leur point de vue, mais qui hésitent à le dire ouvertement et à rejoindre ouvertement ces accords, il est certain que ces pays veulent d'abord savoir qu'est-ce qui va se passer avec les États-Unis. Est-ce que la politique étrangère des États-Unis va, en quelque sorte, accepter comme un fait accompli et un fait accompli allant dans le sens des intérêts américains les accords d'Abraham, ou bien est-ce que les États-Unis, ce qui serait évidemment quelque chose de catastrophique, vont-ils faire comme si ces accords n'ont jamais été signés? Absolument. Alors en ce qui concerne, Michel, la Turquie, un sujet qu'on a évoqué la semaine dernière en long et en large, je voulais juste vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que Jérusalem risque finalement de se laisser piéger par le faux semblant des appels d'Ankara à une réconciliation entre guillemets avec l'État hébreu, qui est en fait surtout motivé par la gêne du président Erdogan de voir le démocrate Joe Biden entrer dans un mois à la Maison-Blanche? C'est très difficile de répondre à cette question. Ce que l'on peut dire, c'est que les relations entre Israël et la Turquie, depuis au moins 2007, le grand tournant s'est situé en 2007. C'est à partir de 2007 que la Turquie d'Erdogan est passée d'une attitude amicale vis-à-vis d'Israël à une attitude de plus en plus hostile et belligérante. Donc, il y a déjà maintenant une longue expérience des relations avec la Turquie d'Erdogan et on sait très bien que Erdogan mène un jeu particulier puisque rhétoriquement il est de plus en plus anti-israélien, mais qu'en même temps ils ne rompent absolument pas les relations avec Israël. Tout le monde sait que sur le plan économique, les deux pays continuent à faire des affaires comme si de rien n'était. Ce que l'on sait moins, c'est que même sur le plan stratégique, il y a toujours des contacts, sauf que les Israéliens maintenant sont d'une prudence de chat dans leur relation avec la Turquie. Donc, il est certain que Erdogan entend prévenir
prévenir ce qui, quand même, pourrait finir par arriver dans la région, c'est-à-dire la formation d'une alliance, d'une coalition anti-turque. Vous savez que Erdogan s'en est pris au cours des dernières années, il s'en est pris à tout le monde. Pratiquement à tous ses voisins. Il s'en est pris. Il y a eu des difficultés avec la Russie elle-même. Il s'en est pris à Israël. Il est intervenu en Syrie. Il est intervenu en Irak. Il a une attitude extrêmement, non seulement hostile, mais directement menaçante contre Chypre, la Grèce, les pays de l'Union européenne, la France. Il intervient maintenant en Afrique du Nord, ce qui le met directement en opposition avec les pays modérés d'Afrique du Nord comme l'Égypte. Il intervient en Libye. Donc, fatalement, on commence à se rapprocher du moment où une alliance contre le péril turc va se concrétiser. Et je crois que Erdogan essaie, c'est de la bonne diplomatie, il essaie effectivement de retarder la concrétisation de cette alliance en manifestant tout d'un coup une volonté d'ouverture et d'apaisement. Mais encore une fois, je crois qu'Israël maintenant commence à avoir une trop longue expérience de ses relations avec la Turquie et je crois qu'Israël maintenant est extrêmement prudent dans ses relations. Merci Michel. Je voulais juste dire en conclusion que, outre les 100 jours des accords d'Abraham, cette semaine marque aussi, enfin les jours qui viennent marquent les 10 ans du début des printemps arabes qui ont commencé en 2011 et donc on en reparlera sans doute d'ici quelques jours. Merci Michel pour votre intervention et à bientôt. Bonne journée. À bientôt.